C'est un mec qui se balade dans le désert et il voit un dromadaire. Il regarde puis il fait alors ça bosse? Attends, parce que du coup il continue un peu comme ça. Puis il continue un peu son petit chemin, puis il voit un chameau. Et il regarde puis il fait alors ça bosse, ça bosse? Allez, c'est tout pour moi. Je m'appelle Maxence, j'ai 28 ans et je suis pratiquant du parcours freerun. Le parcours pour moi c'est à la base du coup un sport qui se veut efficace et rapide, donc point A, point B. Ça c'est la définition qu'on connaît tous, mais pour moi le parcours c'est plus que ça, c'est un peu la liberté du mouvement. L'idée de pouvoir exprimer ce qu'on veut avec son corps. Je pratique depuis 12 ans maintenant. Pour moi c'est toute ma vie. Ça a changé le jour où j'ai commencé le parcours et aujourd'hui je ne jure que par le parcours. Je me lève parcours, je mange parcours, je fais caca parcours. Je fais à peu près 4 à 5 entraînements par semaine. Je sais pas c'est quoi qui me motive exactement, je sens juste que j'ai de l'énergie et que si je m'entraîne pas, j'ai un surplus d'énergie le soir et je me sens pas bien en fait. J'ai besoin de me vider cette énergie. Je trouve que les nouveaux pratiquants sont beaucoup plus ouverts, étant donné que au début il y avait que le parcours, maintenant il y a beaucoup de disciplines qui se mixent et ça offre une opportunité de mouvement qui est incroyable. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir le bout du niveau du parcours. Je pense que là, on est dans une phase montante. On voit des trucs, c'est impressionnant. En fait, toutes mes rencontres les plus incroyables de ma vie, je les dois depuis que je fais du parcours. Les gens les plus incroyables que j'ai rencontrés, c'est mes frérots de la French Freerun Family, avec qui je suis depuis bientôt 10 ans maintenant. Et on a vécu des choses extraordinaires. On a voyagé énormément, j'ai 1 million d'anecdotes avec eux, on a fait Ouais, j'ai fait mes 100 coups avec eux quand même. J'ai rencontré le groupe qui m'a vraiment motivé au tout début. Les vidéos que je regardais le plus, c'était le groupe Les Speeders. Et la première fois que je les ai rencontrés au compte-gouttes. J'ai rencontré l'un d'entre eux, Olivier Pitot. Il a dit « Venez, on va boire un verre ». J'étais avec Johan, du coup mon meilleur ami. Et on est rentré dans un bar, on a bu un verre, et au fur et à mesure, il y en a un qui arrivait, un autre, jusqu'à avoir vraiment la Speeders Family complète. Et à chaque fois qu'il y en a un qui rentrait, moi je pleurais, comme un fanboy. Et à chaque fois qu'il y en a un qui rentrait, il nous offrait un demi-litre de bière. Et à chaque fois on sortait, on faisait une acrobatie. Johan a très mal fini ce soir-là puisqu'il a terminé la tête sur le macadam. Mais c'était extraordinaire, donc j'ai été complètement torché à base d'acrobatie, de bière et de mes plus grands idoles, quoi. Quand on a fait la vidéo par exemple Assassin des Templiers, ça a beaucoup ouvert d'autres opportunités de derrière, parce que c'est vrai qu'on a été beaucoup vus et du coup en fait on a eu l'occasion de rencontrer plein de gens après, ça a été exponentiel et on a fait énormément et beaucoup de nos anecdotes, elles découlent de ça en fait, des rencontres qu'on a fait après. Une confrérie. Assassin des Templiers. Assassin des Templiers. Assassin des Templiers. Sur le tournage de Assassin des Templiers avec Norman, on s'est fait séquestrer. On était sur un toit, on s'est fait griller et on est redescendu du coup. On arrive dans la cour et il y avait les propriétaires, enfin les gardiens des lieux, qui nous ont séquestrés. Ils ont fermé la porte. Ça hurlait dans tous les sens, le gardien a sorti, il nous menaçait de nous frapper avec sa ceinture, et on pouvait pas sortir, vraiment, on était là, on se à essayer d'appeler la police et tout, c'était vraiment un délire, c'était effrayant en fait sur le moment, tu sais, le mec était vraiment en train de nous... On a les vidéos de tout ça, je crois que c'est présent encore dans le best-of. 4, 5 peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, donc il y avait Norman, et on était tous un peu là, et on était là... Ah, on va se faire défoncer. Les fragiles un peu, ah, s'il vous plaît. Le mec qui saute de toit en toit, ils sont en bas, ah non, pas la ceinture. Enfin, il y avait la dame qui criait, ah, on disait, non, désolé, on descend, on était là genre, pardon, ah, ok, d'accord, ça va. Tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, touche pas. Moi je touche pas, t'inquiète pas. Je vais défoncer. Est-ce que j'ai touché à votre main ? Je vis mon activité d'athlète du coup depuis 2013. J'ai commencé les 2 premières années à partir de 2013, c'était avec le parc Walibi. Il y a beaucoup de gens qui commencent dans des parcs d'ailleurs. J'ai fait ça 2 ans et ensuite j'ai fait une blessure pas mal. C'était sur un faux rebond dans un trampoline qui était surélevé par rapport à la scène et j'ai pris un faux rebond et du coup j'ai voltigé, j'ai traversé la scène, je me suis retrouvé derrière les rideaux de la coulisse. Et je me suis fait une luxation de la hanche. C'est vrai que la blessure elle a participé au fait que je développe plus mon côté coaching, mais j'ai toujours été vraiment très très sensible à l'idée de transmettre ce que je savais. J'aime l'idée en fait d'essayer il y a personne qui m'a appris quand j'ai commencé le parcours. J'aime l'idée d'éviter aux plus jeunes, à ceux qui commencent, de refaire les mêmes erreurs que moi. Je pense que je me suis beaucoup blessé, j'ai fait beaucoup d'erreurs et si aujourd'hui je peux l'éviter aux futurs pratiquants, ça me fait plaisir.
J'essaie d'adapter les entraînements que je fais à mes élèves vraiment en fonction de l'élève que j'ai en face de moi. En général, quand j'entraîne un groupe, du coup, c'est un peu plus compliqué, mais j'aime bien quand même jongler entre les émotions. Je trouve que ça marche bien de dire « Ah, c'était bien, maintenant fais tes pompes !» Est-ce que c'est plus simple de vivre en tant que coach ou en tant que pratiquant? J'ai que ma vision personnelle en fait sur le sujet. Moi, je vis à peu près à 50-50 sur les deux. Quand je regarde sur toutes les périodes que j'ai vécues, je suis à peu près un peu kiff-kiff sur les deux. Maintenant, je dirais qu'il y a des formations pour devenir coach. Donc tu peux très bien faire à l'école STAPS par exemple, ou un BPGEPS, ou encore un CQP, et donner des cours assez facilement. Aujourd'hui, en plus, ça se démocratise de plus en plus, les cours de parcours. Par contre, il n'y a pas un diplôme pour devenir pratiquant, et être pratiquant, enfin devenir athlète, c'est s'entraîner tous les jours, c'est beaucoup d'investissement, donc il faut... en plus, il y a de plus en plus de pratiquants, donc c'est soit tu arrives à être l'un des meilleurs, soit c'est difficile, ouais. Honnêtement, je crois que j'ai passé ces 10 dernières années à ne faire que m'entraîner. Donc du coup, en termes de sacrifice, j'ai beaucoup délaissé mes relations amoureuses, par exemple. Il y a des moments où il faut faire des choix, c'est difficile, mais je les ai faits. C'était beaucoup d'entraînement, en fait, je passais ma vie à ça, je me levais, je pensais à l'entraînement, je me couchais, je pensais encore à l'entraînement, quand je faisais rien, je regardais des vidéos pour l'entraînement, je faisais que ça, quoi, je ne vivais que pour ça. Donc ça veut dire que tout ce qui est à côté, évidemment, c'est un peu difficile à gérer. À cause du parcours, maintenant, quand je passe à côté d'une barrière, je touche la barrière comme ça en m'imaginant faire des trucs dessus, c'est très bizarre. Dans les escaliers, je mets la pointe des pieds tout le temps, dès que je vois une ligne par terre, il faut que je saute dessus, j'essaie de tenir l'équilibre, des petits challenges. Je dirais que j'ai passé énormément de mon temps au tout début à m'entraîner énormément et qu'aujourd'hui que c'est mon métier, je passe beaucoup de temps à affiner du coup le côté professionnel. Donc je passe beaucoup de temps à écrire mes cours, je passe beaucoup de temps du coup à préparer les vidéos et les plans qu'on me demande de faire. Mais je passe toujours aussi beaucoup de temps à m'entraîner à côté de ça. Mais c'est vrai qu'avant je pouvais m'entraîner 12 heures par jour. Maintenant sur les 12 heures je vais m'entraîner, je sais pas, la moitié peut-être, et le reste je vais quand même faire un taf un peu plus de préparation, quoi. Ma famille elle adore ce que je fais, elle me soutient énormément, mais elle a aussi très peur. Je la comprends parce que quand je me mets à la place de quelqu'un d'autre qui pratique pas forcément, c'est assez difficile d'imaginer qu'en fait j'ai passé autant de temps à m'entraîner et que glisser ou tomber pour moi n'est plus un problème aujourd'hui. Donc si je regarde avec mes yeux de moldu et que j'imagine monter sur un toit, je me dis mais s'il glisse en fait il est mort. Alors que moi avec mes yeux de pratiquant, si je glisse, bah, je me rattrape. Ce que je dis aux gens qui me disent un jour tu vas tomber, un jour tu vas glisser, tu vas voir, je leur réponds, vous savez, je glisse tout le temps et je tombe tout le temps sur les toits, mais je me suis tellement entraîné à me rattraper dans ces situations-là que j'ai pas de problème en fait avec ça. Et au contraire, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est, vous voyez, par exemple, vous n'êtes pas habitué à regarder des deux côtés de la route quand le feu il est vert pour vous, et c'est pourtant dans ces moments-là que quelqu'un d'autre peut faire une erreur, et c'est là qu'il se passe des choses chiantes. Je crois que la question la plus drôle qu'on me pose de temps en temps, c'est « Et alors, ça marche avec les filles ?» Et souvent, j'ai Johan à côté de moi avec sa longue chevelure blonde, et je fais « Ouais !» C'était les premiers entraînements où on était venus sur Paris avec Simon justement et Johan, et on rentre dans une cour où il y avait des bâtiments, puis on voit un truc escalader sur la gauche. On monte une première plateforme et puis juste on parle tout bas pour essayer de pas se faire voir, et on entend un BAM. On se regarde tous comme ça, et je me souviens que Simon il regarde, il prend un truc par terre, il le monte comme ça et puis il nous regarde, il fait un oignon, et d'un seul coup ça fait bam bam bam, on a entendu courir, on s'est tous barrés en courant, on levait la tête, il y avait des oignons qui tombaient de partout, donc il y a un mec qui depuis le haut du bloc balançait des oignons comme ça, et c'était un peu comme, on aurait dit une scène de guerre quoi, vraiment les oignons qui tombaient, ça faisait un boucan mais pas possible. C'était très drôle, vraiment, sur le moment tu rigoles pas, mais c'était trop drôle quoi, vraiment. Je me souviens encore du quoi, bam bam. Il y a un truc qui ressort beaucoup, que je dis à mes élèves et que je me dis aussi beaucoup à moi-même, c'est que si t'y crois, c'est possible.